Revenons à vous maintenant. Nous allons évoquer la personnalité de votre patron politique, Georges Gilbert Baonla. Comment peut-on être crédible lorsqu'on est assez sulfureux? Alors, la seule difficulté que j'ai, je suis habité par une vraie bonne foi pour pour qu'on ait un entretien de qualité. Ma seule difficulté, c'est que là, je parle en tant que porte-parole et vice-président du Parti républicain. Du Parti républicain, créé par Georges Gilbert Baonla. Baonla, mais je vous ai dit, il est le fondateur, mais le parti est la propriété des militants. Donc quand je parle au nom des militants du Parti républicain. Oui. Donc, si vous avez des aspects qui sont sulfureux, je crois que ça touche à la personnalité personnelle de M. Baonla, et je ne suis malheureusement pas son porte-parole. Comment peut-on convaincre des gens de sa probité lorsqu'on est à ce point-là sulfureux? L'une de mes sollicitations à Dr Gilbert Georges Baonla était le fait qu'il y avait beaucoup de plaintes au Cameroun sur sa personne, qui extorquait de l'argent aux gens. Ça, je ne suis pas au courant. Bon, je suis au courant. On n'a pas reçu au niveau du parti. Il y a un opérateur économique qui est venu à Paris me voir. Voilà l'une des raisons pour laquelle je l'avais contacté. Vous avez peut-être lu sur le WhatsApp. À un moment, il a été expulsé parce qu'il ne payait pas ses loyers. Mais quelle probité veut-on vendre aux gens quand on est soi-même à ce point-là? Borderline. Je ne pourrais pas vous en dire davantage, étant donné que je ne m'exprime pas à son nom. Je ne suis pas son porte-parole. Au nom du parti, j'ai bien compris. Le porte-parole du parti est créé par lui. Et républicain, je vous l'ai dit, le parti est créé par lui, mais il est la propriété des militants. Donc quand je m'exprime sur cette antenne comme vice-président du Parti républicain, la personne à qui je dois des explications, c'est les militants du parti qui sont les propriétaires du parti. Très bien, chers militants du parti, ne voyez pas en ce que, dans mes questions, quelque chose d'attentatoire. Non, je fais mon travail. Et cher monsieur Georges Gilbert Baonla, quand vous serez libre, je serai très heureux de vous recevoir sur ce plateau, car j'ai des questions à vous poser. Vous le savez, je vous ai interpellé une fois. Vous venez répondre à mes questions, même par téléphone. Voilà, ça marchera comme ça. Alors, quel est l'agenda de votre parti dans les prochains jours? On parle des municipales, des 6 au Cameroun législatives. Vous y participez, je suppose. Oui, mais les élections locales à venir, en réalité, pour nous, sont un objectif relatif. L'objectif absolu pour nous, c'est 2025. 2025. 2025, parce que nous comptons effectivement être le parti qui va refonder le Cameroun en prenant la présidence en 2025. Donc nous en faisons notre objectif majeur, celui qui mobilise aujourd'hui toute notre énergie. Si nous avons commencé tôt, c'est parce qu'on veut prendre le temps de diffuser nos idées dans la société camerounaise, d'agréger le maximum de soutien pour que le moment venu ce soit facile. C'est pour ça qu'on a inauguré un genre nouveau dans la politique au Cameroun qui consiste à faire la politique même quand il n'y a pas d'agenda électoral. C'est le seul parti qu'il faut aujourd'hui au Cameroun. C'est-à-dire que, sorti des élections, on n'attendait pas le parti s'exprimer sur les plateformes politiques. On est les seuls qui continuent à aller dans des... Peut-être parce qu'on ne vous invitait pas non plus. Comment? Peut-être vous ne pesez pas assez l'eau pour que les plateaux, les chaînes de télévision courent après vous. Non, mais écoutez... Car je vois d'autres qui y sont tous les jours. On dirait qu'ils y habitent d'ailleurs. Alors, je vais vous expliquer. Il se pose un problème aujourd'hui, c'est celui de la compréhension de l'évolution du monde que peuvent avoir certains de nos confrères. Vous savez, quand je fais une publication sur ma page Facebook, page privée, j'ai à peu près 1000 partages. Merci de leur avoir fait la pub, vous me laisserez un chèque en partant. C'est à peu près 1000 partages quand je fais une publication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis plus instantané, je suis en prise directe avec mon auditoire en communiquant sur ma page. Donc maintenant, il se pose un problème, vous faites bien de le relever, le fait que on observe comme une préférence de certains médias classiques au Cameroun pour les mêmes personnes qui reviennent. Ben oui. Mais il faut savoir la vérité. La vérité, c'est que ces médias sont en intelligence avec le système, qui la plupart du temps décide du casting des gens qui passent dans les chaînes de télé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, les autres, venez sujet un petit peu plus. Ici, même le chien doit la parole. C'est assez grave. C'est assez grave pour la démocratie. Pourquoi? Parce que vous avez des médias dont le rôle est de dénoncer tous les errements qu'on peut observer dans un système de gouvernance, mais qui se font complices de ces errements. Donc on est dans quelque chose d'assez gravissime quand même. On le voit au Cameroun, hein. Il y a certaines émissions auxquelles vous ne pouvez pas participer si on ne passe pas
un discret coup de fil au cabinet civil qui va donner son OK, oui, ils peuvent... Cabinet civil, là. Entre autres. Hein. Cabinet civil. Dites-le, tout le monde n'est pas camerounais. C'est quoi le cabinet civil? Entre autres, non. Le cabinet civil sur le cabinet du président. Donc, de la République. Oui. Donc le cabinet civil ferait le casting pour certaines télés au Cameroun. Pour certaines télés, Jésus-Marie-Joseph. Je vous donne cette information, elle est confirmée. Donc, à partir de là, les choses sont biaisées. Mais nous, on regarde ça avec un peu de mépris quand même, hein, sans être des personnes méprisantes, parce qu'on estime que aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce que nous voulons faire pour le Cameroun. C'est que moi, je ne dors pas des nuits entières, et j'ai des milliers d'autres personnes qui ne dorment pas les nuits entières pour réfléchir aux solutions. Nous en avons trouvé pas mal. On a pensé à mettre en place la TASPA, la taxe de solidarité pour les armées, parce qu'on s'est rendu compte que... L'armée actuelle. Oui, pour les armées du Cameroun. L'armée, pour nous, c'est une institution républicaine. Hein. C'est pas cette armée qui tire sur des gens dans le nozo? C'est l'armée républicaine du Cameroun. Républicaine, mais qui tire sur les Camerounais? L'armée républicaine, ça c'est notre débat. Vous pensez à une taxe pour financer cette armée-là qui tire sur les Camerounais? Alors, si vous étiez demain au gouvernement, vous fonctionneriez sans armée? Je fonctionnerai avec la police, et la police ne sortira que pour maintenir l'ordre. Je discuterai en amont avec des gens qui sont fâchés. Et quand il y a des conflits? Quand il y a des conflits avec des pays, comment on se défend? Oui, je veux bien que l'armée aille défendre la nation, mais pas taper sur des Camerounais. Donc vous avez compris alors? Vous avez compris. Donc cette armée-là n'est pas finançable par des Camerounais aujourd'hui. Vous avez compris quand je parle de l'armée républicaine, vous avez compris. Et ce que vous dites aussi est discutable. Je veux dire pourquoi c'est discutable. Allez-y. Quand il y a un théâtre d'opération, c'est-à-dire qu'on n'était pas assis au Cameroun et du jour au lendemain, l'armée camerounaise a commencé à les tirer sur des gens. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'ils offrent des pétales d'orchidée à des gens qui leur tirent dessus? Il n'y a pas de conflit sans dommages collatéraux. Alors vous voulez poser une question? Oui. Je vais prendre la place de l'invité. En amont, je réglerai les problèmes pour qu'on n'ait pas besoin d'armée ou de police un jour. On est d'accord. Donc si l'armée est un jour sortie, c'est parce qu'en amont, ceux qui dirigent ce pays n'ont sans doute pas écouté et essayé de régler en amont les problèmes qui pointaient. Car les problèmes dans le nozo aujourd'hui ont leur source date d'il y a au moins 60 ans. On est d'accord. On est d'accord qu'en amont, il faudrait des solutions politiques quand il y a des problèmes. Mais là, on n'est plus en amont. On est dans le conflit. Et dans le conflit, malheureusement, il n'y a pas de guerre sans dommages collatéraux. Ça n'existe nulle part. Vous avez vu la guerre en Irak, jusqu'aujourd'hui, elle continue à créer des victimes. Personne n'en parle. La guerre en Irak, ce ne sont pas les Irakiens qui tuent les Irakiens, c'est une autre nation que je ne citerai pas de peur de ne pas avoir leur visa prochainement, car il n'y a pas de démocratie quelque part. Si vous êtes c'est une autre nation. Soyez transparent jusqu'au bout. C'est une autre nation qui va tuer les Irakiens. Soyez transparent jusqu'au bout. Non, c'est pour vous dire, quand on a un conflit, on ne peut pas avoir une guerre sans qu'il y ait des dommages. Il y a bien des gens qui meurent du côté de l'armée, on est d'accord. Moi, je préfère prendre le côté de ceux qui meurent du côté civil. Non, c'est pas républicain. Non, je reste avec les civils, moi. Ces militaires ont des familles. Quand ils meurent, leurs familles ne sont pas des civils qui ont le droit de... la question à ceux qui ont favorisé cette guerre-là. Moi, je ne l'ai pas favorisé. Voilà. Donc, moi, ce que je pense, aujourd'hui, c'est qu'on devrait aller vers quelque chose de constructif pour le pays. Et le truc de constructif qu'on peut mettre en place, c'est d'arrêter surtout d'exacerber les antagonismes. Parce que c'est ça qui se passe. Si on tient un discours où on essaie de poser les uns contre les autres, on n'en sort pas. On ne construit pas le Cameroun pour les enfants de demain. Morgan Palmer, ne faut-il pas régler cette crise anglophone une fois pour toutes, avant même de parler d'une quelconque élection au Cameroun? Car vous allez aux élections, même le présidentiel n'aurait jamais dû cette année, vous allez aux élections, tandis que certains autres Camerounais ne peuvent pas voter. Le problème de la crise anglophone, c'est qu'on ne sait justement pas quel est le problème. Vous ne savez pas, vous, Morgan Palmer. Dites-moi quel est le problème. Alors, invitez-moi dans votre émission, je viens de vous dire quel est le problème. Vous avez reçu Eric Tchindjé ici? Oui, je l'ai reçu, Eric Tchindjé. Qui est un anglophone. Oui. Alors, Eric Tchindjé... Et pas que lui, hein. Et pour qu'il y ait une solution, mais pourtant, ils ont été assis sur la table des discussions. Mais à la fin, il n'y a pas eu de solution. Ça veut dire qu'on ne sait pas quel est le problème. Parce que si on savait quel était le problème, on a des différents protagonistes qui ont été assis sur une table à discuter de ces questions. La discussion était quand? Le dialogue national. Le dialogue, c'était un dialogue de ça? Non, moi, je vous dis les faits.
C'est un dialogue, après sur l'analyse, la qualité ou pas du dialogue, c'est autre chose. Non, c'est pour vous dire. Vous avez cité Eric Tchindjé, j'aurais aimé que vous me citiez Akere Mouna qui a claqué la porte dès le second jour. Oui. Il est aussi passé, là nous avons discuté de cette question, de la crise anglophone. Il est passé avant Eric Tchindjé d'ailleurs. Oui. Si Maître Akere Mouna, qui est quand même un avocat chevronné, a claqué la porte au bout de 2 jours de discussion, vous comprenez bien que les choses n'étaient pas bien ficelées. On est d'accord, parce que nous, quand on a parlé d'organiser des États généraux du Cameroun, Parti républicain, qu'eux, ils ont appelé le grand dialogue national, l'idée pour nous, c'était de régler les problèmes du Cameroun et non de les survoler. Et régler les problèmes du Cameroun, s'entendait quoi? S'entendait qu'il fallait qu'on parle de toutes les problématiques qui peuvent être source de conflits. Mais quand vous organisez un débat comme celui auquel nous avons assisté, et que plusieurs problèmes qui peuvent pourtant être des problèmes dangereux pour le vivre ensemble sont occultés, ce que ça donne, c'est ça, c'est qu'on arrive sur des fausses bonnes résolutions et qui ne sont pas efficaces. Comme c'est le cas, nous on avait dit, à l'époque, on avait 7 points sur lesquels on voulait agir, on voulait que ce débat pose le problème de la répartition de la richesse, pose le problème de l'instauration de l'assurance maladie, de la sécurité sociale, la parité homme-femme, la place que nous accordons aux diasporas dans la société camerounaise, la formation, l'emploi des jeunes. Donc, voilà les points. Et on voulait aussi qu'on revisite les accords coloniaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est entouré d'un grand flou. Chacun y va de sa petite spéculation. Jean-Yves Le Drian s'en occupe à sa façon. Oui. Non, mais je pense que de diplomatie. Dans le cadre d'intérêts mutuels, d'intérêts partagés, aujourd'hui, il n'est pas de l'intérêt de la France que ces zones-là soient déstabilisées. Parce que qui paye le contre-coup en premier? Aller à la chapelle, à la porte de la chapelle, à 2 pas d'ici. Vous pensez que c'est bon pour eux d'avoir leurs opinions braquées, de voir des gens qui sont couchés le long des autoroutes? Oh oui, du moment où c'est à l'est parisien, ça leur pose problème. Si c'était à l'ouest parisien, vous savez, vous connaissez Paris mieux que moi. On va y arriver. On va y arriver. Pour l'instant, c'est concentré à la porte de la chapelle. Après, il y aura des extensions. Donc, c'est dire que aujourd'hui, il y a comme une interdépendance. Nos destins sont liés. L'intérêt de la France, c'est de permettre que émerge une Afrique où il fait bon vivre pour les Africains. Ça évite d'avoir les Africains qui bravent le danger de la mer pour venir en Europe en espérant y trouver des solutions, en espérant y trouver un Éden. Donc, moi je pense que la question des accords coloniaux pourrait être évoquée de manière apaisée, en privilégiant bien entendu les intérêts des uns et des autres. Mais on ne peut plus avoir une partie qui prend tout. Ah, tout, comme vous dites. Et l'autre qui n'a rien. Et qui soutient des dictatures. Vous pouvez ajouter cela. Oui, mais pour moi, ce n'est pas des dictatures ce que nous avons. C'est quoi? Pour moi, c'est une continuité du système. Du système, comment il s'appelle? Parce que vous savez, je vais vous expliquer. Vous savez comment on en est arrivé là? Quels sont les peuples au Cameroun qui sont battus pour l'indépendance du Cameroun? Tous les Camerounais. Mais deux peuples majeurs. Voilà, en majorité, on avait les Bassa, les Bamileke. D'accord? Qui ne peuvent pas diriger le Cameroun parce que n'étant plus des Camerounais pour certains. Bon, alors, quand vous regardez aujourd'hui la configuration du leadership au Cameroun, et on a l'impression que ces gens-là, ils n'ont rien fait. Oui, c'est l'impression qu'on a. Ils sont pas Camerounais, je vous dis. Alors, je peux vous dire une chose avec certitude. Si ça se passe comme ça, c'est parce que ça a été pensé pour que ce soit comme ça. C'est une évidence. Voilà. Alors, si c'est pensé pour que ce soit comme ça, n'appelons pas ça dictature, appelons ça le système qui a été mis en place. Mais ce système ne peut pas continuer à durer. Et c'est à ce moment qu'on a besoin d'avoir des hommes d'État dans un pays comme la France. Pas des gens qui pensent au mandat. On a besoin d'avoir des gens comme De Gaulle qui pouvaient se projeter et se dire que la géopolitique d'hier ne peut pas être celle de demain. Parce que la France d'il y a 50 ans n'est pas la France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui, c'est une France qui est métissée. Vous avez des Camerounais, vous avez des Maliens qui ont tous la nationalité, mais qui sont liés à des pays qui sont en Afrique. Et donc on ne peut pas continuer à traiter ces pays sans égard. Parce que le contre-coup à payer, il est cash. C'est des gens qui votent ici. Dans ce livre, Ils ont vendu mon frère, qui est le mien, édité l'année dernière chez Michelon, à Paris. Je tiens les mêmes propos que vous, et j'avais cette discussion avec Michel Roussan, numéro 2 du groupe Bolloré, il y a 15 ans. J'ai eu cette discussion avec Dominique Strauss-Kahn, qui m'a semblé être l'homme politique français qui
aurait pu faire quelque chose s'il y était arrivé. Malheureusement, il n'est jamais parvenu. Cette discussion, je l'ai tenue avec Jacques Gauthier, sénateur des Hauts-de-Seine, président de la commission de la défense au Sénat, que M. Jean-Yves Le Drian connaît très bien. Et je peux vous dire que les hommes politiques français s'en foutent totalement de ce qui arrive aux Africains. Non, c'est pas ce qui arrive aux Africains, c'est ce qui pourrait leur arriver du fait du marasme qu'on a en Afrique. C'est pour ça que je parle de l'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt de la France, c'est que ça aille bien en Afrique. Pourquoi ? Parce que la France aujourd'hui n'est plus à 100% française. La France aujourd'hui, c'est un mélange de beaucoup de choses, dont de l'Afrique, notamment. Donc, on ne peut pas faire fi d'une partie des composants de la société française en ayant un traitement léger de ce qui se passe en Afrique. Regardez la situation en Côte d'Ivoire, regardez la situation en Libye. Qui sont ceux qui ont le plus, sont en train de payer le prix aujourd'hui ? C'est l'Europe. C'est l'Europe, mais c'est pas la France. Oui, c'est l'Europe qui prend. La France a sa part. Non, ben, dans cette situation, la France. Quand vous voyez la sortie du ministre italien, quand vous voyez ce que disent les Allemands, qui sont pourtant le premier allié de la France en Europe, de la situation, vous revenez à ce que je dis. À ce que je dis, qui est que aujourd'hui, il faut inventer une nouvelle géopolitique. On ne peut plus continuer à rester sur ce modèle qui était basé sur on pille tout en Afrique. L'Afrique va être l'endroit où on va chercher les matières premières pour construire la prospérité de la France, et on s'en fout des Africains. Parce que déjà, c'est pas les mêmes ratios démographiques. À l'époque, on était à peine une 5 millions, 10 millions. Aujourd'hui, il y a au bas mot 35 millions de Camerounais. 35 millions. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? On va continuer à les paupériser en espérant qu'ils vont rester sages. Ils vont venir mourir en mer. Non, ce n'est pas possible. Vous croyez ? Et donc, il faut aujourd'hui un nouveau leadership en France qui tienne compte de ces réalités-là. Je vais rester sur ce terrain-là. L'Institut Montaigne, que vous connaissez sans doute, qui est une ONG crédible, a publié un rapport le 20 septembre 2017. Dans ce rapport, il demande aux autorités françaises d'appuyer sur le bouton « Restat ». Tout doit être revu, rien ne doit être tabou. La question du franc CFA doit être remise sur la table. La mauvaise gouvernance et même la longévité des chefs d'État adoubés par la France doit être revue. C'est l'Institut Montaigne qui a remis ce rapport, publié sur le site du journal Le Monde. Vérifiez, vous allez voir. La France est-elle capable d'appuyer sur Restat ? Je l'ai repris sur un petit peu plus, vous pouvez le retrouver. Mais on a toujours l'impression que les autorités françaises reçoivent ces rapports-là. Mais oui, mais ça glisse sur eux comme l'eau sur le dos du canard. Alors l'Institut Montaigne, c'est un think tank. C'est des gens qui sont là pour réfléchir, qui travaillent sur la prospective. On est sur du très pointu, sur du très lourd. Donc, si les politiques n'écoutent pas les gens dans le métier de réfléchir, de se projeter sur l'avenir, c'est leur problème. Et des franco-français, hein ? Oui, mais c'est pas sûr. Des noirs comme nous, français noirs. Bien sûr. Voilà. Et je veux dire que ce que l'Institut Montaigne dit, nous disons, à l'époque, quand Nicolas Sarkozy était président de la France, on a pondu, nous, des notes allant dans ce sens, pour dire que, de toutes les façons, le système-là ne pouvait plus tenir. Et on était obligé aujourd'hui de repenser les choses en lâchant du lest. Pour l'Afrique. Vous imaginez cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Et entre-temps, vous lui avez appris à aimer le coca, à aimer les jeans, à aimer... Vous allez me laisser un chèque important avec toutes les pubs que vous faites de la Morgan Palmer, hein ? Bon. C'était au chéquier. Donc, vous l'avez appris à consommer occidental alors que le manioc est meilleur. Voilà, dites ça comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Quand on a ça, c'est quand les ressources se font rares que naissent les conflits. On commence à regarder, à questionner les choses, mais au fait, c'est Bolloré qui est là, c'est des réflexions que les gens ne devraient pas avoir à partir du moment où si les gens étaient occupés, si les gens gagnaient bien leur vie... Ils se nourrissaient bien, se soignaient bien, s'éduquaient, ils ne se posaient pas de questions sur qui tient quoi. C'est vrai, c'est exactement ça. Morgan Palmer, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus ? Comme vous le savez, je ne sais rien, j'apprends tous les jours comme vous. Alors, moi, je voulais m'appesantir un tout petit peu sur le projet politique que nous portons au Parti républicain. Ce projet vise l'érection d'une nouvelle société au Cameroun, refondée autour de tous les talents camerounais, parce que nous pensons malheureusement que nous avons essayé d'être divisés, ça n'a pas payé, on est sur un bilan catastrophique. Les espoirs reposaient sur la majorité, qui a déçu largement. Nous sommes allés à l'élection présidentielle, on a une nouvelle formation politique qui a émergé, qui a aussi fait émerger beaucoup d'espoir. Après, niveau stratégie, ça n'a pas vraiment été ça. Aujourd'hui, on est sur un vide. On est sur un vide qui est dû au fait que
personne ne tient le discours qu'il faut tenir. Le discours qu'il faut tenir, c'est de dire, bon, on fait table rase sur tout ce qu'il y a pu avoir, maintenant on se met ensemble pour essayer d'aller de l'avant. C'est de ça que les Camerounais ont besoin. On se met ensemble avec le parti au pouvoir? Tous les Camerounais de bonne volonté. Je ne suis pas certain que tous les membres du parti au pouvoir soient des gens de bonne volonté. S'ils étaient de bonne volonté, on aurait vu les résultats de leur travail. Je parle bien, quand je dis on se met tous ensemble, je parle des gens de bonne volonté, ceux qui le souhaitent, qu'on aille vers la refondation. Donc nous, on a travaillé sur un certain nombre de sujets, aujourd'hui, qui sont des... Refondation. Oui. Il y en a qui sont renaissance. Vous êtes refondation. Oui. Vous sortez du même ventre et le même jour, là. Mettez-vous ensemble, là. Non, c'est pas impossible. Moi, je vous ai dit qu'on n'est pas sur des questions d'ego au Parti républicain. On est, nous, sur le projet. Pourrait-on imaginer une alliance lors des prochaines élections entre le Parti républicain et le MRC, par exemple? Appelons le chien par son nom. Bien sûr. Pourrait-on imaginer cela? Toutes les alliances sont possibles. Surtout Maurice Kamto, appelé tout Camerounais, s'est présenté au nom du MRC en plus. Toutes les alliances sont. Et nous, on l'avait dit avant, donc on a été content de voir. On a été content. Mais oui. J'étais avant. Le 19 juillet, j'ai fait une sortie médiatique dans laquelle je clarifiais très exactement la position du Parti républicain. On a lancé ce qu'on appelait le casting politique. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'est de dire que aujourd'hui, la politique, c'est l'affaire des apparatchiks. Et ça ne nous a pas porté beaucoup de bonheur. Donc l'idée, c'était de se dire, nous, on veut faire de la démocratie participative. Et donc, il faut faire émerger une nouvelle classe politique, parce que le carburant de toutes les sociétés humaines, c'est l'espérance. Si on a des nouveaux visages qui viennent, qui sont issus des quartiers, on aura des politiques publiques qu'on implémente qui sont plus efficaces, parce qu'elles sont l'émanation de ce que ces gens attendent dans les quartiers. Donc nous, on a été les premiers à lancer ce casting politique en disant à chaque Camerounais doté de bonne volonté, avec du patriotisme, du charisme, et qui veut se lancer dans la politique, nous, Parti républicain, on l'investit aux prochaines élections locales. On l'a fait. C'est dans notre projet, le casting politique, on l'appelait. C'est très novateur, parce que moi j'ai vu ça nulle part ailleurs dans le monde. On a été les premiers à le dire. Wow. Donc j'ai vu que le directoire du MRC a repris cette idée. On est content, parce que nous, on ne sort pas des idées pour notre gloire. On sert des idées pour le progrès du Cameroun. Donc qu'on ait un parti important comme celui-là, qui soit sur ce type d'idées, nous, on trouve qu'on applaudit. Vous savez, nous, on a beaucoup de respect pour les formations politiques qui nous précèdent. On a du respect pour les RDPC, parce que c'est des gens qui sont construits en 37 ans. Ils ont su consolider bien mal leur pouvoir. On a du respect pour le SDF, parce que c'est une formation politique qui, en 92, aurait gagné les élections, aurait pu appeler le pays à brûler. Ils se sont abstenus. On a du respect pour le MRC, parce que c'est une formation politique qui n'existait pas il y a 5 ans, qui en 5 ans a construit une trajectoire au point d'arriver deuxième de la présidentielle. Pour moi, le vrai vainqueur... Officiellement le vrai vainqueur, nous on est les légalistes républicains. J'ai bien dit officiellement. Pour moi, les vrais vainqueurs de cette présidentielle, c'est le MRC. C'est pour ça que je n'ai pas compris personnellement la stratégie qui a été la leur derrière. Le Cameroun est le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC. Ça veut dire que quand vous êtes le leader de l'opposition du Cameroun, vous êtes une personnalité qui compte dans le monde. Pour vous, M. Biya a-t-il gagné ces élections-là? Pour Morgan Palmer? C'est ce que le Conseil... Non, le Conseil constitutionnel, c'est pas vous. Vous vous appelez pas à Tangana? Moi, je suis président d'un parti politique pour Morgan Palmer, qui s'inscrit dans la légalité républicaine. Cette question a été posée à tous les leaders politiques camerounais. Monsieur le Président Morgan Palmer du Parti républicain camerounais, pour vous, est-ce que M. Biya a régulièrement gagné les élections présidentielles du 7 octobre 2018? Le Conseil constitutionnel du Cameroun a annoncé comme vainqueur régulier de l'élection présidentielle le président Paul Biya. Donc pour nous, il ne souffre d'aucune contestation. Donc oublions le Conseil constitutionnel maintenant. Mais pour vous, je n'ai pas d'autres éléments en dehors du Conseil constitutionnel. Moi, je reste greffé sur ce que prévoit la loi. Les téléspectateurs, c'est communicant. Pour les attraper, c'est dur. Hein. Mais c'est vrai, Jackie. Je n'ai pas d'autres éléments. Donc, j'étais en train de vous dire que les avancées que peuvent faire tous les autres partis d'opposition qui souhaitent le changement au Cameroun, on applaudit, on accompagnera. S'il y a des alliances à mettre en place, on va les mettre. Nous, on n'a pas le problème d'ego. Hein. On n'a pas le problème de non, on va être les premiers, on va être devant, on va être derrière. L'important, c'est de faire triompher les dynamiques. Dites-moi, qui est représentant en Europe du Parti républicain camerounais? On en a beaucoup en fait. Il y a plusieurs dans chaque pays. Dans chaque pays. En oui. France, c'est qui? En France, on a Madame Bissot,
Madame Bissot. Oui. C'est elle qui est écrivaine? Non, on n'est pas écrivaine. Bon, je confonds donc. Oui. Vous lui direz qu'elle est la bienvenue sur JMTV+, quand il faut s'exprimer, d'accord? Voilà, Eva Drogation. Madame Bissot, vous êtes la bienvenue quand il faut communiquer sur ce plateau. Tout le monde est bienvenu ici, à condition de répondre à mes questions. Vous avez eu un trésorier France? Un trésorier? Un trésorier? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est Monsieur Penda. Monsieur Penda, pas Ekoka? Non. Bon, tant mieux. Monsieur Penda. Monsieur Penda, veillez que c'est vous qui tenez vraiment la caisse du parti. Faites en sorte que Mme Bissot, qui est responsable, ne soit pas celle qui tient la caisse du parti. Vous comprenez? Sinon, ça fera des ordres et des bagarres ensuite. Peut-être vous ne comprenez pas, mais vous qui êtes président aujourd'hui au Cameroun, vous avez un trésorier aussi. Bien sûr. Veillez en sorte que les caisses ne soient pas dans votre poche. C'est dans les... Non, pour l'instant, on a plus tendance à sortir l'argent de notre poche. Donc, en quelque sorte, les caisses sont dans notre poche puisque l'argent sort de notre poche. Mais il y a une trésorerie qui gère cet argent-là. C'est dans les tests. Bon, c'est un conseil d'amis. Faites en sorte que ce soit toujours le trésorier qui gère de manière propre et claire pour qu'il n'y ait pas de querelle due à l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, Jackie. Donc voilà, pour terminer sur notre programme, si vous le permettez. Je vous en prie. Mon cher Jackie, on a pensé un certain nombre de solutions. On s'est dit qu'il faut, pour répondre au chômage de masse, il faut industrialiser. Pour qu'on puisse industrialiser, il faut faire recours à un vaste emprunt financier sur les marchés internationaux. Mais il faut, au préalable, qu'on ait de la stabilité. Il faut qu'on ait de la paix. On ne peut pas avoir cette paix tant qu'on a une mauvaise répartition de la richesse. Donc on a des gens qui sont paupérisés, laissés pour compte sur le bord du chemin. Donc il faut un ensemble de solutions globales qui vont être implémentées au même moment. Aujourd'hui, nous pensons que le Cameroun est un bassin de production important dans la zone CEMAC, mais notre production n'est pas optimale. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les voies pour écouler. Non, mais parce que ceux qui vous gouvernent depuis bientôt 40 ans n'ont pas favorisé cela. Ce que nous voulons faire, c'est de créer 5 autoroutes. Une qui partira de Yaoundé pour N'Djamena, de 6 voies minimum. 3 de chaque. 3 de chaque, oui. Une pour N'Djamena, Yaoundé-N'Djamena, Yaoundé-Lagos, Yaoundé-Brazzaville, Yaoundé-Kiossi, donc Gabon, Guinée équatoriale, les 2 pays desservis, et puis Yaoundé-Bangui. Avec ces 5 autoroutes, la conséquence directe, c'est que ça va créer un effet multiplicateur, et puis nous aurons la capacité maintenant de densifier notre production et puis de créer des opportunités. Vous imaginez, nous sommes à la porte d'un marché comme le marché nigérien. 200 millions d'habitants, consommateurs de héros, le héros qui pousse chez nous, dans les campagnes. Vous imaginez qu'aujourd'hui, qu'on ait une autoroute qui relie le Cameroun à Lagos, c'est un gros marché qui va absorber cette production. Donc on veut être sur des choses concrètes, mais on ne pourra pas les financer sur fonds publics, tout ça, parce que ça va nécessiter une mobilisation importante d'argent. C'est pour ça qu'on veut recourir à ce vaste emprunt pour lancer ce plan Marshall. On est sur 20 000 milliards pour financer tout ça. Ça veut dire pour financer la construction de ces infrastructures prioritaires, pour financer la formation, l'emploi des jeunes, donc on met en cadre, notamment un fonds d'investissement qui va sécuriser les investisseurs qui viennent de l'international, un fonds d'investissement. Vous savez, la Guinée équatoriale, ils ont un fonds d'investissement de 896 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, vous voyez. Donc nous, on veut en avoir un comme celui-là, parce que la conséquence directe, quand vous avez ça, c'est que vous avez une participation du fonds d'investissement dans le tour de table des entreprises qui viennent, ça les met à l'aise et ils se sentent réconfortés, ils se sentent accompagnés dans l'investissement. Donc nous, on veut faire ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos jeunes qui sont là. Même si on crée des usines au Cameroun aujourd'hui, on aura un problème, celui de la qualification. Il n'y a pas la formation. Voilà. Il faudra faire revenir la diaspora qui, elle, est formée, mais qui est bloquée dehors avec ces histoires de double nationalité qu'on accorde qu'aux politiciens, aux footballeurs, là. Voilà. Et donc, il faut former. Vous ne rebondissez pas là-dessus, hein? Non. Nous, on est pour la double nationalité. On est les premiers qui en parlent. Il fallait en parler, voilà. On est pour, même pas que la double, on est pour la plurinationalité. Parce qu'on pense que c'est plutôt porteur de valeur ajoutée pour le Cameroun. Surtout que tous vos ministres là ont des passeports d'ici, quoi. Il y a un qui est américain. J'ai vu son neveu à Washington. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le Cameroun est reconnu partout en Afrique comme étant un vivier important de ressources humaines. Aujourd'hui, nos chercheurs, on perd beaucoup d'argent avec des chercheurs qui doivent à tous les coups aller demander des visas pour sortir, pour aller faire des prestations, et rapporter des devises au Cameroun. Donc nous, on gagnerait, au contraire,
aujourd'hui à favoriser d'autres nationalités, l'accès à d'autres nationalités. Vous perdez beaucoup aussi à cause du tu donnes combien dans les ministères, car je vois un médecin qui forme les chirurgiens au Rwanda, c'est un monsieur qui était à l'université libre de Bruxelles, qui allait au Cameroun voulant apporter son savoir. On n'en a pas voulu parce que tu donnes combien. Je connais un autre sur qui je vais bientôt faire un reportage dans un mois, dans un pays d'Afrique, je peux faire un côté son nom, qui a été malmené au Cameroun, n'en pouvant plus aller s'installer ailleurs et aujourd'hui créer des emplois. Comment peut-on à ce point-là refuser aux Camerounais de créer des emplois dans leur pays, de créer des richesses? Donc, il faut taper du poing sur la table là-dessus. Il faut taper du poing sur la table. Nous, on veut créer 40 lycées techniques professionnels, donc, toujours dans la formation, 4 par région. On a fait une estimation, on a 320 milliards. Là, on est sur financement public. On va prendre dans le budget de l'éducation. Une année, on crée les 40 lycées techniques professionnels, 4 par chef-lieu par province. Ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre, en partenariat avec des industries qui viennent s'installer au Cameroun, de former les jeunes qui sortent là-bas sur des modules qui sont sponsorisés par ces industries. Et dont on a besoin sur place. Sur place. Donc, ils finissent leur formation, ils rentrent intègrent dans les entreprises. Un constructeur automobile voilà, il fallait dire ça depuis. Créer une branche dessinateur industriel, délocaliser une branche dessinateur industriel au Cameroun, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ce constructeur, on le met en joint venture avec ses lycées techniques professionnels. Il sponsorise un module de formation des dessinateurs professionnels selon les besoins. Donc, les besoins pourquoi vous n'avez pas été là? Pourquoi vous n'êtes pas né en 1902? Ça aurait favorisé les choses. Vous savez combien j'avais en dessin industriel au CETIC d'Angwaikele? Non. 19 sur 20. Le CETIC d'Angwaikele, là, vous pouvez vérifier. J'avais 19 sur 20 en dessin industriel, 19 sur 20 en électrotechnique. Vous seriez né en 1902, vous aurez dirigé le Cameroun, je ne serais pas là. Donc voilà, ça nous fait quoi? Ça nous fait avoir des jeunes qui sont formés à la culture d'entreprise déjà dans les lycées et qui rentrent directement dans l'entreprise. Tout à fait. Ça, c'est la vision que nous avons pour ça. Nous avons pensé à beaucoup d'autres choses. Vous voyez, il faut un peu de solidarité pour qu'on ait une société qui fonctionne un peu normalement. Nous, on veut consacrer 40% du budget national sur une génération à l'éducation. La conséquence, c'est quoi? Palme, tout ça c'est bien, mais vous n'y êtes pas encore. Pour y arriver, il faut déloger ceux qui y sont depuis 40 ans et n'ont pas fait ce que vous pointez là. Comment comptez-vous faire pour déloger le RDPC? Appelons le chien par son nom. On y a pensé. Nous travaillons sur ces stratégies, mais ça commence déjà par la diffusion des idées que nous portons. Parce qu'il faut séduire les gens sur les projets. Moi, j'entends de plus en plus de Camerounais qui sont rompus à la culture politique, démocratique, parce qu'ils suivent. Mais le code électoral vous empêchera après de gagner normalement. Il y a des élections qui arrivent alors que c'est le même code électoral décrit hier qu'on va utiliser pour les prochaines élections locales. Comment comptez-vous y arriver un jour? Vous savez pourquoi l'opposition camerounaise ne gagne pas? Elle ne gagne pas pour une raison toute simple, celle que vous avez soulignée tout à l'heure. Vous avez un titan, et vous êtes 10 à envisager le départ de ce titan. Alors pourquoi vous allez 10 séparément? Vous pouvez mettre 10 ensemble, ça devient difficile quand même pour le titan de dire qu'il a raison seul contre 10 personnes. Vous croyez vraiment? On est d'accord. Vous pensez vraiment que le titan ne sera pas seul et gagnera contre tout le monde? Non, il a l'armée pour lui, il a la France pour lui, il a le chien, le chat pour lui. Je ne crois pas parce que nous avons des exemples. Vous avez vu la situation en République centrafricaine. Il gagne le président Touadéra. Sur la base de quoi? Sur la base d'une formidable coalition avec plus de 16 candidats qui sont alliés autour de lui. Il est devenu président comme ça. Donc moi je crois fortement qu'aujourd'hui, il y a un alignement des planètes au Cameroun qui peut concourir à la prise de pouvoir par l'opposition. Mais tout dépend de l'opposition. Parce que nous avons beaucoup de gens dans cette opposition qui travaillent pour un autre agenda. Et donc ces gens vont toujours... Vous parlez de qui là? Un jeune? Je ne vais pas mettre à mal. Ces gens-là, ils ont des militants qui les respectent. Ça va être difficile que je donne des noms. Vous avez quel âge là? 42 ans. Oui. Vous parlez d'un plus jeune que vous? Je ne sais pas. D'accord, suivez mon regard. Donc on a aujourd'hui au Cameroun une opposition qui est instrumentalisée, l'opposition de Sa Majesté, et qui est justement là pour casser toute stratégie unitaire. Donc c'est ça qui complexifie les choses. Mais même jusque-là, ce n'est pas un problème. Une fois que nous avons identifié cela comme écueil, le reste qui peut se mettre ensemble, qui peut s'entendre, a vocation à se mettre ensemble, à communiquer. Et moi, je pense que on est à côté d'une cohabitation.
la cohabitation aurait même été certaine si le MRC avait joué son rôle de leader de l'opposition au soir du 8 octobre. En faisant quoi? Mais si c'était mis directement dans la peau de deuxième. Dans la peau de deuxième, ils auraient commencé à faire préparer les élections locales et législatives. Vous trouvez donc que cela a été une faute politique de la part de Maurice Kamto de se déclarer vainqueur? Je pense de se déclarer avoir marqué le pénalty? Non, je pense qu'au soir de la décision du Conseil constitutionnel, on aurait dû tourner la page et commencer à faire de la politique. Ah bon? Parce que pour moi, ce n'est pas une défaite. Être une formation politique qui n'a que 5 ans d'âge et qui se présente à une élection, qui arrive deuxième devant des partis qui sont là depuis 30 ans. C'était une très grande prestation. Et je ne comprends toujours pas que certains n'en aient pas pris la mesure pour capitaliser là-dessus. On serait aujourd'hui dans des schémas de cohabitation certaines aux prochaines élections. Ah bon? Oui, moi vous y croyez vraiment? Mais bien sûr. Avec ce code électoral, bien sûr. Je vous fais remarquer que M. Marafat Hamidou Yahya, qui est en prison, a écrit un livre publié il y a quelques années. Dans ce livre, il explique que tout a été préparé pour que M. Biya ne perde jamais la moindre élection au Cameroun. Tout est mis en place. C'est M. Marafat Hamidou Yahya qui a écrit ce livre-là. Mais ça ne l'a pas Donc, avec ces mêmes schémas, ce même code électoral, vous croyez que quelqu'un pourrait gagner dans ce pays-là? Mais ça ne l'a pas découragé à vouloir faire une carrière politique. Il avait d'autres leviers. Non, mais... C'est pas ce code électoral. Non, c'est pour vous dire que... C'est pour vous dire que vous dites qu'au soir du 8 octobre, on aurait dû préparer, avec ce même code électoral, le même système, comment on appelle cet organe qui organise les élections, ELECAM. La même ELECAM où les gens sont démocratiquement nommés, le peuple est démocratiquement informé. La même cour constitutionnelle où les retraités pro-régime sont démocratiquement nommés, le peuple est démocratiquement informé. Avec ça, vous pensez que quelqu'un pourrait gagner les élections normalement au Cameroun? Mais en ce moment, si on suit votre logique, aucun parti n'aurait dû se présenter à la présidentielle. Ouais, je ne vais pas donner mon point de vue là-dessus, mais si on m'interviewait, je dirais ce que je pense. Hein. Si on suit votre logique, aucun parti ne se serait présenté à la présidentielle. C'est pas une logique de vous poser une question, Morgan Palmer. Pensez-vous qu'il y ait une alternance un jour dans ce pays avec un tel système? Bien sûr, bien sûr. Vraiment? Il peut y avoir une alternance. Je pense que vous êtes dans le maraboutisme. Parce que vous savez pourquoi il peut y avoir une alternance? Parce qu'aujourd'hui, les idées du changement sont majoritaires au Cameroun. Et rien ne peut arrêter. Et ces idées majoritaires ont commencé après le 8 octobre. Elles demandent la structure. Non, avant le 8 octobre. Avant le 8 octobre, mais jusque-là, ça n'a pas changé. C'est le même qui a gagné. La preuve, on a le résultat du 8 octobre. Je peux vous dire une chose. Si on était dans un système super verrouillé, jamais le MRC n'aurait pu arriver deuxième à la présidentielle au Cameroun. Deuxième, tout n'est pas d'être deuxième. Non. Si le premier a 18 de moyenne, le deuxième a 2 de moyenne, c'est pas... Est-ce que vous suivez mon regard? Je vous dis bien, si on était dans un système si verrouillé que vous pensez, jamais le MRC n'aurait pu arriver deuxième. On aurait eu le classement classique, c'est-à-dire le SDF, partenaire traditionnel du parti au pouvoir, en numéro 2, puisqu'ils ont toujours sabordé toutes les dynamiques unitaires de l'opposition. Au Cameroun, on le sait, c'est pas un secret de le dire. Donc on aurait eu un SDF numéro 2, jamais le MRC. Donc si le MRC a pu gagner à Yaoundé... Ah, parce qu'il a gagné à Yaoundé? Bien sûr. Et a fini à 14%. Je vous parle des résultats officiels. À Yaoundé, le MRC a gagné dans certaines communes. Ah, pas dans Yaoundé, mais dans certaines communes. Non, dans certaines communes de Yaoundé. Pas dans Yaoundé. Non, certaines communes de Yaoundé. Ah, d'accord. On va vous dire que dans ces communes-là, il n'y a que les Bamileke, croyez-moi. Non, et à Douala, le MRC a gagné. Ah bah, vous imaginez des résultats comme ça, si dans un système qui est complètement vicié, verrouillé? Et a fini à 14% quand même. Dans les villes les plus denses, le MRC a gagné et a fini à 14%. La partie la plus dense du Cameroun, c'est tout le grand nord du Cameroun. Le grand nord qui est totalement la savane là. Non, c'est la partie la plus peuplée. Moi je vous parle des faits. Allez sur le site de la CIA et regardez les chiffres, d'accord? Parce que vous, là, Morgan Palmer, je suis désolé pour vous, vous touchez un domaine que je touche. Donc la partie la plus peuplée du Cameroun, c'est laquelle? Du Cameroun, c'est pas au Grand Nord, détrompez-vous. C'est laquelle alors? Regardez sur le site de la CIA, vous trouvez des chiffres. Dites-moi, c'est laquelle? Moi, je vous parle des chiffres officiels. Les chiffres officiels nous disent que la partie la plus peuplée du Cameroun, moi je regarde, si je vois, même au niveau du collège électoral, quand on voit les inscriptions, le Grand Nord, donc le Nord, l'Adamawa, l'extrême Nord, c'est la partie la plus peuplée du Cameroun. Le Grand Nord où il y a des coupages par-ci, des Boko Haram par-là et tout, c'est toujours le donc donnons les vraies informations quand même. Sérieux quand même. Donnons les vraies informations. Oui, les vraies informations. Cela remonte à quand le dernier recensement au Cameroun? Moi je prends
Je prends comme référence les dernières élections présidentielles. Oui, mais ça remonte à quand? C'est octobre. Le dernier 2018. recensement au Cameroun. Non, moi je parle du collège électoral. Je ne suis pas certain que ces 25 dernières années, il y a eu des, Non, je parle du collège électoral. Le collège électoral, au Cameroun, c'était 6,5 millions de votants, d'inscrits, pardon. Et sur les 6,5 millions, on a une majorité qui vient de l'extrême nord, du Grand Nord. Vous êtes président de parti politique, je vous invite à ouvrir les yeux. Car là où on inscrit trop de monde, c'est parce qu'on a la main dessus, vous comprenez? Là où le Lamido peut dire, toi, couche-toi, je te tue, on se couche, on tue, on peut inscrire 100 millions de personnes là-bas. J'ai vu l'exemple à côté au Gabon, où même le chien a voté dans une province pour que quelqu'un gagne. Donc, s'il vous plaît, Morgan Palmer, ouvrez les yeux un peu. Vous êtes mieux qualifié que moi dans l'investigation. Si quelqu'un veut m'attaquer là-dessus, je vais à la justice tout de suite avec. Hein. Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez plus emporter par des chiffres tels peuplés. C'est pipeau, s'il vous plaît. Donc, donnez-nous je suis allé aux États-Unis, j'ai palpé, j'étais aux États-Unis en mai dernier, j'ai vu les chiffres. Vous comprenez, c'est pas du tout la partie la plus peuplée du Cameroun. C'est laquelle alors? Je vous dirai en antenne, car ici c'est moi qui pose les questions, c'est pas vous. Bon, Morgan Palmer, je pourrais vous garder là 3 jours, on aura des choses à se dire. Et le public en a intérêt, mais il faut bien que tout se termine un jour, n'est-ce pas? Écoutez, c'est toujours avec plaisir. Même un pouvoir doit se terminer un jour, n'est-ce pas? Bien entendu. Ah. Mais pas chez vous. Chez nous, c'est qui? Je n'ai pas bien compris. Chez nous, qui? Pas chez vous, vous avez bien compris ce que je dis. Non, j'ai pas compris. Vous savez, même quand c'est difficile, on peut ajouter une note d'humour. Hein. Bon, Morgan Palmer, le dernier mot à adresser à la jeunesse camerounaise ou à vos militants? Oui, je pense que l'heure est venue de focaliser sur les solutions. Parce que ce qui nous divise doit être moins important que ce qui nous unit. Et nous avons essayé de toutes les façons les antagonismes ces dernières années. Ça ne nous a pas porté beaucoup de chance. Donc nous, au Parti républicain, nous pensons qu'il faut aujourd'hui mettre en place une vraie convergence de toutes les énergies pour la construction d'un Cameroun meilleur, où le miel coulera pour tous, comme j'ai pris l'habitude de le dire. Nous avons travaillé sur plusieurs sujets, sur le sujet de nos femmes. 253 000 ont réussi au bac cette année, 253 000 Camerounais ont réussi au bac, 60% de femmes. Le leadership de la société camerounaise aujourd'hui ne reflète pas du tout ce ratio. Il faut corriger ça, il faut aller à la parité hommes-femmes, 50% notamment dans tous les postes gouvernementaux. C'est la vision que nous avons. Nous pensons qu'il faut industrialiser notre pays. Cette industrialisation est liée à l'autonomie énergétique. Il faut, pour qu'on ait cette autonomie énergétique, des solutions d'énergie localisées. Une ville comme Balmayo a vocation à avoir sa propre centrale électrique nourrie par l'hydraulique du fleuve Nyon. Une ville comme Kribi pourrait être alimentée en énergie par l'éolienne, nourrie par les vents marins, produit par les vagues. Le Grand Nord, c'est l'hydrogène, c'est le solaire. Bref, il faut des solutions localisées pour qu'on produise assez d'énergie qui nous permettra donc d'aller à l'industrialisation. Mais une fois qu'on aura ces industries, il faudra qu'on soit capable de pouvoir au poste que ces industries vont générer. Donc il faut former notre jeunesse aujourd'hui. Et même s'il faille recourir à des emprunts conséquents sur les plateformes financières internationales, on va passer par là, ce sera des emprunts utiles, pas des emprunts toxiques. C'est un message à votre jeunesse, hein? Oui. Pas à votre programme. Bien sûr, c'est à ma jeunesse que je m'adresse. Donc ça ne doit pas être des emprunts toxiques, comme ceux que nous avons eus ces dernières années, où les gens ont pris de l'argent, emprunté de l'argent sur les plateformes financières internationales pour construire des projets, mais en réalité, cet argent est fini à nourrir les arrière-cours de dignitaires du régime en place, avec des voitures et compagnie. Bref, nous, on a un rêve qui est celui de voir émerger un nouveau Cameroun porté par de la positivité, où on retrouvera l'amour du prochain, parce que nous avons un déficit d'amour dans notre société. Donc je m'arrêterai en vous disant que les choses sont possibles, mais nous ne pouvons pas continuer chacun à dire il ne peut rien faire, à se mettre dans une attitude attentiste, à se dire c'est aux autres de faire. Nous devons tous faire. On doit avoir un esprit sacrificiel, parce que de ce sacrifice naîtra le Cameroun qui sera utile pour nos enfants demain.
Le miel doit couler pour tous et les paroles de Morgan Palmer font déjà partie de ce miel-là. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité bientôt. D'ici là, malgré la situation extrêmement difficile, ça et là, gardons quand même la banane, au moins jusqu'ici. Bye bye. Au revoir, Morgan. Merci, Jackie. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.